Donc, on a beaucoup parlé des impacts sur le parcours des femmes professionnelles, le contexte de pandémie, de comment ça a affecté le travail, l'engagement et les implications des femmes. Là, parlons conciliation travail-famille, de vraiment ce que ça veut dire de jongler, de l'impact que ça a eu sur toutes les familles monoparentales, les familles qui soutiennent des enfants avec des besoins spéciaux. Parlons de conciliation travail-famille. Dior, Oui. Dior, dis-nous, pendant la pandémie, la conciliation travail-famille, ça t'a parlé comment? Bah, moi, j'évolue dans un milieu où la performance est juste de rigueur, c'est non négociable. Et ça, c'est une performance de tous les jours quand on travaille dans les marchés financiers, quand on travaille avec les traders. C'est tous les jours. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas un jour où tu dois performer moins que l'autre. Et quand tu as ce genre de travail, c'est très difficile et très taxant, je trouve, de trouver la balance entre le travail et la famille. Moi, j'ai une petite fille. Hein. Le problème, c'est que il n'y a pas vraiment une coupure entre le travail et la maison comme il y avait avant. Avant, je sortais de mon bureau en centre-ville, je prenais mon sac à dos, je rentrais dans le métro. C'était mon moment où je me retrouve seule. Je fais un woussa, j'arrive à la maison et là, je dois encore performer parce que je suis une maman et je veux bien faire les choses. C'est aussi simple que ça. Là, littéralement, que je me réveille, je rentre dans mon bureau. Je rentre dans mon bureau, je travaille. Le temps que ma fille se réveille, je vais la prendre, on l'amène à l'école. On revient, je continue le travail. Et c'est comme ça, des fois jusqu'à 18h, 19h, 21h. Il y a eu une période là, en décembre, janvier, où c'était très demandant pour nous, où pendant 2 mois, je n'ai pas pris ne serait-ce qu'un jour off. Je travaillais du lundi au lundi et je travaillais de 7h du matin à 21h le soir. Au bout d'un moment, là, tu ne peux pas vraiment être là pour tes enfants comme il le faut. Puis dans le cœur de chaque maman, oui, tu as à cœur ta carrière. Je suis une femme qui veut avoir une carrière. C'est ma nature. Je ne serais même plus moi-même si je n'avais pas de carrière. Mais de l'autre côté, quand je décide d'amener une personne au monde, je dois faire le minimum. Être là pour elle à la fin de l'école, à 17h quand elle arrive, peut-être faire des devoirs avec elle, peut-être lui demander comment ça se fait. Manger avec tes enfants. C'est important. C'est des choses qui sont importantes pour nous, les femmes. Est-ce que ce que tu dis, Dior, Oui. c'est que le contexte du travail à la maison a fait en sorte qu'il n'y avait plus de coupure Il n'y a plus de coupure. et le travail ne cessait pas? Non. Encore là, aujourd'hui, j'ai mon ordinateur avec moi. Ton travail te suit partout parce que tu es à 2 minutes de ton travail. Je peux, à n'importe quelle heure de la journée, me dire « Ah, ben, je vais aller regarder mon ordinateur si je n'ai pas reçu d'email urgent que je dois traiter tout de suite. » Il n'y a pas de cassure comme avant, que quand je finissais mon travail, mon ordi restait au bureau et je rentrais chez moi et j'étais une femme. Je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais m'occuper de mes passions, lire, écouter de la musique, danser. Tout ça, c'est un luxe maintenant. Donc, ces deux-là, joindre ces deux mondes et essayer d'être la meilleure personne dans ces deux mondes, c'est très difficile. Moi, ce que je dirais, c'est que, franchement, il y a eu un moment là où je me suis sentie pas bien. Je me suis sentie pas bien parce que j'étais enceinte, je ne le savais pas. Quand tu es enceinte, le premier trimestre, il y a une fatigue déjà qui est là, omniprésente. Que tu dormes, que tu te réveilles, tu es tout le temps fatiguée. Et en plus de ça, de faire des shifts comme ça, c'était très taxant. Et au bout d'un moment, en tant que personne, je me suis dit, il faut que je me mette des balises. Et quand c'est 17h, c'est 17h. C'est que je m'en fous du email urgent qui arrive. Peut-être que ça, c'est un luxe que moi j'ai. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce luxe. Qu'ils doivent, dans leur contrat de travail, ils ont un téléphone cellulaire du travail, qu'ils doivent rester à l'affût des nouvelles, rester tout le temps être au courant de ce qui se passe. Ces gens-là ne déconnectent pas. Et il est important, je trouve qu'il est important de déconnecter pour notre santé mentale. Ça crée du stress. Alors, tout stress n'est pas négatif, là. Il y a du stress positif, il y a du stress négatif. Il y a un stress que je reçois dans ma vie qui me pousse à aller plus loin. Qui fait que quand, je ne sais pas moi, un couteau tombe, j'ai le réflexe d'aller le chercher avant que ça tombe au sol. Ça, c'est du bon stress. C'est du stress que tout le monde peut avoir. Mais il y a un stress négatif, psychologique, qui fait de telle sorte que des fois, tu ne peux même pas être à ton 100%. Ça crée de l'anxiété. On a parlé tout à l'heure de burn-out. Les taux de burn-out sont élevés.
Et pour les femmes, c'est juste à un autre niveau. Parce que peut-être il y a un contrat social entre nous qui nous dit, en tant que femme, je dois faire ça. Je veux que ma maison soit propre. Moi, je suis OCD. Alors, ma maison, là, c'est pas vrai que tout va traîner partout. Non, je veux que ma maison soit propre. Donc, ça me prend 2 heures, des fois 3 heures, en plus de tout ce que je dois faire. Je veux cuisiner. J'ai pas envie d'aller manger du McDo tous les soirs. Je veux que quand ma fille rentre, qu'elle ait un plat chaud. On veut plein de choses. On veut faire les choses bien, mais le problème, c'est que c'est taxant à force de le faire. Donc, c'est ça que je voulais... Ça, c'est mon vécu et c'est ça que je voulais partager. Merci Dior. Il y a beaucoup de femmes professionnelles ont parlé de ce défi-là, de coupure. J'aimerais souligner, dans le cadre de cette conversation, que même moi, j'ai travaillé de la maison et je devais reconnaître que c'était un privilège en soi, même si j'avais de la difficulté à travailler de la maison, que c'était un gros privilège de pouvoir travailler de la maison. Donc, mais c'était difficile. Ça, je confirme que c'était difficile. Absolument. Karine? Et je pense que Dior a mentionné quelque chose d'extrêmement important, la notion de performance. On vit dans une société de performance. C'est peut-être le cas dans le secteur des marchés financiers, mais de façon générale. Et les femmes, bien, on a cette pression de la performance-là. Ça veut dire être parfaite dans toutes les sphères de notre vie, être une mère parfaite, une amante parfaite, une amie parfaite, une collègue parfaite, une sœur parfaite, une fille parfaite. Que là, à un moment donné, ça nous crée de l'anxiété, ça nous crée une surcharge. Puis ce que moi, j'entends beaucoup, c'est que en ce moment, les femmes autour de moi ont un sentiment d'inadéquation, de se sentir inadéquate ou imparfaite dans toutes les sphères, d'en échapper, puis ça devient vraiment lourd à porter. Mais là où ça a apporté quelque chose de très positif, selon moi, la pandémie, c'est une ouverture vers les autres, une empathie vers les réalités, puis une possibilité justement de faire cette conciliation où avant, bien, ça nous semblait complètement impensable d'avoir un enfant dans les bras dans une réunion ou dans des cours, alors que maintenant, tu sais, moi je le vois, mes étudiants ont parfois les enfants dans les bras, dans les réunions, les enfants surgissent et finalement on trouve ça charmant, on trouve ça adorable, ça fait maintenant partie de la vie, alors qu'autrefois c'était pas accepté, puis tu sais, j'espère que ça, on va le conserver, la bienveillance envers les autres, d'être imparfait, de devoir mêler plein de choses, puis de peut-être les faire de façon peut-être moins parfaite qu'on l'aurait souhaité. Puis aussi, cette empathie-là, cette bienveillance à l'égard de, ben oui, ça se peut que mon enfant soit là, que je dois m'en occuper en même temps, que oui, peut-être que je suis moins performante, j'ai moins d'attention, mais je fais mon possible. Et donc, de diminuer la pression, tu sais, je lisais un article comme quoi les gens sont anxieux de revenir à l'avant-pandémie parce que est-ce qu'on veut revenir à ce niveau de stress, d'anxiété, de société de performance, de perfection absolue? Ben, je suis pas certaine, tu sais, je suis vraiment pas certaine. Puis, justement, on veut pas vivre cette anxiété-là. Donc, se souvenir qu'à travers cet exercice de pandémie pour les femmes, ben cette solidarité-là, cette bienveillance-là, ben, je pense qu'il faut qu'on la garde, on la conserve pour la suite entre femmes et entre sociétés de façon plus large. Merci, Karine. Frédérica. Oui, donc je vais un petit peu prendre un peu de mes deux collègues ici. Si je regarde pour ma part, conciliation, travail, famille, donc je fais partie des privilégiés parce que c'est un privilège de travailler à la maison quand même. Donc, je travaille à la maison, je suis monoparentale, souvent, des fois, les gens sont en deux, mais de mon côté, moi, je travaille avec une seule patte, comme on dit. Donc, oui, la conciliation, c'était difficile au départ. Donc, comme disent mes collègues, il y a le besoin de performance qui était là. Des fois, l'employeur s'attend à ce que tu produis la même chose, tout en sachant aussi que les enfants sont là. Il y a une période d'adaptation autant du côté de l'employeur que nous, en tant qu'employés. Donc, je pense qu'il y a eu cette conciliation-là au départ, que je pense qu'un ajustement, les employeurs, ils demandaient toujours la même chose, sans prendre en considération que c'est pas c'est plus la même réalité. Donc, de mon côté, à moi, si je regarde maintenant, il y a un petit peu plus d'équilibre, mais il y avait eu ce point-là qui était difficile. Point de vue, en tant que maman d'enfants avec besoins spéciaux, donc les enfants sont autistes, ça a été aussi une adaptation. Donc, oui, concilier, je travaille, mais contrairement à mes collègues, je sais pas, moi, c'est comme ça que je suis.
Peut-être le fait aussi que je sais que les enfants ont tellement besoin de moi par la suite, j'ai pas de problème à, quand il est 5 heures, c'est terminé. Je commence à 8 heures, je commence à 8 heures. Donc, je me suis mis certaines balises qui a fait en sorte que j'ai pu avoir un certain équilibre dans mon horaire, mais qui n'empêche pas quand même que la charge est toujours plus parce que j'arrêtais peut-être pas toujours point de vue travail, mais j'avais mon moment où je conduis, que j'avais le ouf là, je l'ai plus. C'est ça. Donc, c'est tout de suite, je finis le travail, tout de suite aller à la popote. Parce que, un peu comme moi, mes enfants, j'aime qu'on s'assoie tous à table, qu'on mange chaud, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, j'ai pas d'arrêt à ce niveau-là. C'est comme c'est du non-stop là. Tout de suite travail, tout de suite famille, tout de suite on performe. Oui. Constamment. J'avais commencé à prendre des cours parce que justement, je voulais finir mon CPA, mais j'ai dû mettre ça sur la glace parce que c'était beaucoup trop d'ajustements à ce niveau-là. Donc, la conciliation travail, ça m'a touché à cet aspect-là. Point de vue enfant, eux aussi, le fait de retrouver quand ils viennent, maman est là, quand ils viennent, maman, il y a cet aspect positif-là que je peux dire parce que moi, je suis toujours là. Quand la petite rentre, je suis là. Quand les plus vieux rentrent, je suis là. Ça aide. Bon, du conciliation, encore, travail, famille, tu sais, c'est l'aspect, pour mon côté, c'était la charge de ne pas arrêter, mais pas dans le sens travail, c'est vraiment de la vie en général. Oui, popote, oui, le ménage, bon, aussi j'ai un petit côté comme ici, ma collègue ici, j'aime que ça soit propre, je ne supporte pas trop le désordre, tout ça. Donc c'est la charge de famille monoparentale qui m'a plus pesé. Mais d'un autre côté, pour l'aide que je trouve très importante, c'est aller chercher. La seule aide que j'avais, c'était par un point de vue famille, parce qu'au moins, je pouvais faire ça du côté de ma famille, mes parents, je leur lève mon chapeau. Pendant un temps, on n'avait plus le droit d'aller voir les grands-parents, ils interdisaient ça. Mais mon père a carrément dit, regarde, non, ça fait un mois, je n'ai pas vu mes petits-enfants maintenant. Donc, j'ai eu ce soutien-là. On n'y pense pas, mais ça a aussi un impact sur les grands-parents. C'est un impact, ceux qui ont été coupés de leurs petits-enfants, coupés de nous voir, mais ils m'ont aidé énormément à concilier, m'ont aidé énormément à souffler pour que je puisse avoir un certain repos, un certain répit de mon côté, même si tout était fermé. Ils ont ouvert leurs portes malgré tout. Donc, pour la conciliation, c'est ce qui m'a aidé, c'est ce soutien-là qui m'a beaucoup aidé à ne pas perdre le nord, parce que la charge mentale était énorme. Le stress, des fois, on est à 2 doigts du burn-out. On a 2 doigts de la dépression, c'est énorme. Donc, conciliation en temps de pandémie, c'était un défi, mais pour ma part, ça a été plus à ce niveau-là, la charge. Frédérica, merci pour ça. Tu nous as parlé un petit peu plus tôt des services de professionnels qui venaient à la maison et que ces services-là n'étaient plus disponibles durant la pandémie. L'impact que ça a eu, la disparition de ce soutien supplémentaire, comment est-ce que ça a été? Moi, je dirais plus l'impact, je l'ai vécu moi-même en tant que charge supplémentaire, mais on oublie aussi que nos enfants le subissent. On parle beaucoup les femmes, mais les enfants le subissent. Mon plus vieux, il est extrêmement stressé. Il dit, maman, je suis stressé, je suis anxieux. Il me le disait. C'est comme on a vécu ça, le fait que tout a arrêté. L'école a arrêté, tout ce qui est l'aspect social a arrêté, un arrêt complet. Donc, ça a eu une charge. Moi, c'est sûr, je suis déjà monoparentale, donc j'ai l'habitude déjà de tout faire. De tout faire, c'est comme à ce niveau-là, ça va. C'est un petit peu plus point de vue. C'est sûr que spécialiste, ça a arrêté. Il y avait une fois par semaine en avant le spécialiste, ça a arrêté. Tu vois, bon, il y a son activité, l'activité n'est plus là. Je le vois vraiment plus en contexte que c'est nos enfants, mes enfants qui ont subi ça. Que moi-même, parce que j'ai déjà l'habitude de fonctionner à plusieurs niveaux, de les amener dans leurs activités ou quand les spécialistes venaient les accueillir. Mais ceux qui ont plus payé le prix, ce sont les enfants. Moi, je suis toujours là, constamment là, donc ça change, mais ce sont les enfants ont besoin de spéciaux. Je parle pour les autres qui l'ont subi, ça a eu vraiment un impact. Donc, à ce niveau-là, je lève mon chapeau aussi à tous vos techniciens spécialisés, orthopédagogues. Ils font un travail extraordinaire et je sais qu'il y en a beaucoup. Eux-mêmes, ils étaient peinés de ne pas pouvoir aller. Eux-mêmes, ça leur faisait quelque chose de ne pas pouvoir l'aider, parce que la clientèle est tellement sensible. Des petits efforts qu'on fait, on ne sait pas 1 plus 1 plus 1, à un moment donné, ça émerge. Mais le fait d'arrêter aussi l'enfant, je sais qu'il y a des spécialistes, eux, ça leur faisait de la peine pour les parents,
pour les parents qui savaient que leur enfant n'avait pas le service, parce qu'à la fin, ce sont les enfants qui ont vraiment subi ça, plus que les parents, que je pourrais dire à ce niveau-là. Merci pour ça, Frédérica. Moi-même, je suis une professionnelle qui travaille avec la jeunesse et j'ai intériorisé un sentiment de culpabilité profond durant la pandémie parce que je ne pouvais pas soutenir mes étudiants comme je le pouvais. Donc, je comprends vraiment et c'est vrai, mes collègues, c'était la même chose, les spécialistes et tout. On ne pouvait pas à cause des contraintes physiques et à un certain point avec des enfants mineurs, le virtuel, ça avait trop de limites. Donc, je confirme. Merci pour ça, Frédérica. Heureusement que tes enfants sont gentils parce que moi, j'imagine, là, quand j'étais ado, est-ce que j'avais envie de voir ma mère tous les jours, là, à Genève? Certainement pas. Donc, ça doit être taxant aussi pour eux. Oui, on s'est vu de près. On s'est vu de près très longtemps. Oui, mais ils m'ont plus vu l'extérioriser. Mais je dis l'extérioriser parce que c'est un enfant qui ne verbalisait pas auparavant, mais qui maintenant, malgré qu'il sait parler, mais parler de ses sentiments, il ne faisait pas. Mais ça m'avait tellement surprise. Il a dit, maman, je suis stressée, maman. Tu sais, quand est-ce que ça va arrêter la pandémie? Maman, je me sens anxieux. Je suis comme, waouh, tu sais, OK, il exprime vraiment pour dire comme ça me dérange tout ce qui se passe. Ça me dérange le fait que l'école soit fermée, que je ne peux plus faire avoir mes activités comme avant. C'est quelque chose. Oui, en effet. Pour ma part, en tant que sociologue, là, la pandémie a confirmé qu'on est des êtres sociaux. Donc, on ne peut pas passer des semaines et des semaines et des semaines sans être en interaction avec les autres. Ça crée, après ça, toutes sortes de problèmes et c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu intensément. Donc, Catherine? Ben oui, écoutez, il y a plusieurs choses qui ont été nommées là, dans ce que vous avez dit. Moi, c'est sûr que ce que je remarque, c'est, bon, déjà le rôle de la femme. Tu sais, on voit, c'est naturellement, dans les construits traditionnels, les rôles ont été divisés sur la base du genre. Déjà, on parle pas de couple non hétéro ou de personnes non binaires. On parle vraiment, disons, du construit papa-maman, puis qui ont une famille nucléaire, là. Mais, en plus, tu nous as éclairé sur toute la question de la monoparentalité, les enfants avec des besoins spéciaux, mais quand on regarde là, le modèle, disons, traditionnel, on voit vraiment le rôle, tu sais, de la petite fille dès le jeune âge, apprend à ramasser tes choses, apprend la cuisine, apprend à faire à manger, apprend à tout nettoyer. C'est toi qui vas être la femme du foyer. On dit souvent « happy wife, happy life ». Tu sais, il y a souvent des choses comme ça que culturellement, on nous demande d'être, tu sais, on nous demande d'être cette femme-là parfaite qui sait cuisiner, qui mange bien, qui a le poids parfait, qui a le bon travail, qui est, comme vous disiez tantôt, la bonne amie, la bonne mère de famille, la bonne collègue. La pression, elle est énorme. Pour les hommes, il y a un autre construit, c'est celui tu sais, celui qui revient avec l'argent, c'est lui qui est dominant, c'est lui qui assouvit les besoins, qui prend en charge la famille d'une manière plus publique, qui protège la famille. Donc, il y a tout un rapport aussi de cette force-là qui émane de chez l'homme, parce que, veut pas, à quelque part, ça a été depuis des années, des siècles, depuis les femmes restaient à la maison, les hommes allaient à l'extérieur et ramenaient le gagne-pain, ramenaient la nourriture. Et donc, ce construit-là, on le voit encore. Là, encore une fois, vraiment dans le contexte, disons, famille nucléaire, là, hétéronormative, mais la question, c'est qu'on a intériorisé tellement de choses, puis je pense qu'en tant que société québécoise et canadienne, il y a un rebalance qui se fait. Les femmes ont acquis beaucoup de droits, ont été au front, on dit oui, moi je peux travailler, oui, moi je peux être mère, oui, je peux avoir un congé de maternité, oui, je peux faire ci, oui, je peux faire ça. C'est bien. On s'en rend compte, c'est pas encore totalement bien parce qu'on veut plus, puis c'est correct. Mais de l'autre côté, ça laisse l'homme dans une autre situation qui est celle où est-ce que le rapport de pouvoir a été changé parce que la femme s'est munie de certains droits, de certaines responsabilités. Puis, à la limite, on a un bel exemple. Bon, après, je connais pas tes circonstances, je veux pas juger, mais c'est une super woman, là. Elle fait tout, elle a des enfants qui ont des besoins spéciaux et elle relève le défi avec brio, puis en plus, elle se sacrifie elle-même. C'est comme, pour moi, l'exemple de
la superwoman parce que elle arrive à se rendre là, mais le message que peut-être ça l'envoie aux hommes, c'est qu'on n'a peut-être plus besoin d'eux. C'est que leur rôle est peut-être plus pertinent dans ce qu'on leur a appris à être. Fondamentalement, nous, on nous a appris à être belle, puis à se taire, puis à être parfaite, puis à aller faire tout ce qu'on a besoin de faire pour être belle. Mais l'homme, on lui a dit, ta valeur, c'est de ramener le gagne-pain. Ta valeur, c'est de protéger la famille. Donc, c'est sûr que il y a un requestionnement. Puis là, on a vu beaucoup de féminicides, malheureusement, beaucoup de cas de violence conjugale, des services qui ont arrêté, le taux de divorce qui a augmenté, des appartements petits dans lesquels s'entassent des familles, des fois avec, en plus, des grands-parents ou des cousins et des cousines. Ça devient très difficile de cohabiter. Puis de cohabiter dans une société qui est en évolution. Je dis pas que l'évolution, elle est pas bonne, au contraire, elle est souhaitable, mais c'est allé très, très vite. Puis là, on a comme pesé sur pause, on a mis tout le monde ensemble, puis on a dit, ben là, il faut que vous cohabitez. Fait que là, on parle même pas déjà de conciliation, de travail, d'autres choses, de projets, d'ambition. On parle vraiment juste, à la base, de cohabiter. Puis c'est effectivement ça, on est en termes sociaux, on est des humains, on est des animaux sociaux, c'est ce qui nous caractérise, là, je dirais, là, même, bon, dire des animaux sociaux, c'est peut-être pas tant gentil, mais, on est des bêtes sociales. Bon, allons-y pour ça. Puis ça, ben, ça implique que nos rapports évoluent. Je pense qu'il y a une belle opportunité avec la pandémie qui est de se re-questionner sur ce qu'on veut comme société. On en a parlé préalablement, les standards, c'est quoi qu'on valorise, c'est quoi qu'on veut comme société. Puis ça, pour moi, c'est le nerf de la guerre parce que ce qu'on a vu, c'est la fragilisation de toutes nos infrastructures, le besoin qu'on a de continuer à aller à l'épicerie. Je pense que jamais autant le 1er janvier 2021, on s'est souhaité de la santé. Je pense que jamais dans notre vie, on l'a pris autant au sérieux. Fait il y a des priorités comme société qu'on doit se donner. Puis en ce moment, les rapports changent entre les hommes et les femmes. Et aussi en parallèle, bon, on rentre pas dans d'autres débats, mais dans d'autres contextes d'identité et de genre, mais il y a toute une transformation ou une réflexion qui se fait, puis le COVID, ça nous a amené à réfléchir aussi plus loin que ça. Et donc, en mettant la femme aussi dans le cœur de ça, parce que c'est comme on le dit tout à l'heure, c'est des domaines qui sont majoritairement femmes, il y a une nécessité de se poser la question. Puis là, quand tu prends la conciliation, famille, travail, puis même passion et désir en tant qu'être humain, là, parce que oui, on a beau, bon, moi je suis pas mère, mais on a beau être mère, on a beau être employé ou employeur, reste qu'on a quand même des intérêts puis des passions, puis on a envie aussi d'aller au cinéma, de faire des choses, d'écrire un livre peut-être, je sais pas ce que vous faites vos samedis soirs puis vos vendredis, puis bon, mais il y a un besoin d'être aussi une personne, puis ça, cette individualité-là, elle doit cohabiter dans le collectif. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a eu beaucoup de freins, il y a eu beaucoup de limites, puis des fois, c'était à nous de les mettre, les limites. Puis on s'est pas toujours fait dire, surtout en tant que femme, qu'on avait le droit de mettre des limites. Tu sais, si on regarde toutes les questions d'agression, de viol qui ont eu lieu dans les dernières années, qui, pour moi, constituent vraiment ce qui est un des facteurs cœur de la 4e vague de féminisme, c'est ça, c'est le droit, bon, déjà, le privilège du choix et le droit du choix et le consentement qui n'est pas toujours respecté, qui n'est pas toujours compris, qui n'est pas toujours non plus appliqué. Puis pour la femme, de dire « Hey, j'ai assez travaillé aujourd'hui, mes enfants m'attendent, j'ai un souper à aller cuisiner. » De prendre le 2 minutes, d'appeler ton partenaire, de dire « Hey chérie, ce soir j'ai une rencontre, peux-tu faire le souper? C'est correct? You got this, tu sais. » Puis de partager ces tâches-là, parce que c'est ça aussi qui arrive. Puis je pense que c'est très difficile en ce moment pour les hommes d'être hommes, parce qu'ils doivent revoir justement ce statut-là. Donc, dans un monde COVID, là, comme on l'appelle maintenant, quand c'est ça, il n'y a plus de fin, tu peux recevoir tes courriels, tu peux recevoir des appels. C'est facile de se perdre en tant qu'humain, mais aussi dans ses responsabilités autres. Donc, je pense que pour moi, c'est de revoir ce rapport-là. Déjà, c'est quoi nos priorités en tant que personne? C'est quoi nos priorités en tant que société? Puis déjà, de pouvoir mettre les limites quand on peut le faire, parce que c'est certain que la réalité de tous et toutes n'est pas possible de faire ça. C'est un énorme privilège déjà d'avoir
du gel, du savon, de l'eau, puis de pouvoir se nettoyer les mains. On parle juste de ça à la base. C'est déjà un privilège. Mais le fait est que quand tu peux avoir cet empowerment-là, cette agentivité-là de dire « OK, j'en ai assez fait, j'ai besoin d'un break pour ma santé mentale, j'ai besoin de mettre ma limite là, ce contrat-là, je peux pas le prendre, j'en ai trop dans mon assiette, ce projet-là, ben oui, ça va devoir aller sur la glace parce que en ce moment, il faut qu'on fasse telle chose, voici les priorités. » Fait que je trouve qu'il y a un pragmatisme qui se fait et qui est l'opportunité pour nous de reconstruire après ça. On veut pas nécessairement retourner dans ce monde pré-pandémie, comme on disait. Il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de comparaisons, il y a beaucoup de productivité. Il y a en plus, là, on parle d'un contexte très, montréalais, métropole, mais on est rapide, on est pressé, on va vite. Il y a des réalités qui sont autres dans les régions aussi. On parle d'accès à des services, on parle qui sont probablement encore plus difficiles qu'ici à Montréal. Là, je regardais justement les services auxquels on a droit, puis c'est ça, dans les régions, c'est encore plus difficile. Les femmes, elles sont beaucoup plus isolées dans les régions, donc les cas de violence conjugale, quand tu habites puis que la prochaine maison est à 3 km dans le prochain rang, c'est sûr que de courir pour sortir puis d'aller te cacher dans le fond du champ, c'est un peu difficile, là. Donc, c'est certain que d'aller demander des services puis d'avoir accès à ces services-là, c'est une réalité qui est différente. Donc, clairement, la conciliation, famille, travail, autres responsabilités, c'est très personnel, mais à la fois, c'est très collectif. Si je peux me permettre, Catherine, merci pour ça. Ce qu'on note, c'est que quand la conciliation travail-famille finit par rimer avec sacrifice, c'est qu'il n'y a pas eu de conciliation travail-famille, c'est qu'il y a eu un échec. Donc, Dior, je pense que tu voulais dire quelque chose. Non? En fait, je lui disais en fait exactement ça que tu disais, qu'il il n'y a pas eu dans la façon dont on a été éduqué forcément, ce droit-là de dire non, je me mets des balises. Tu sais quoi, il est 17h, je m'en vais. Quand tu es dans un monde aussi où c'est plus, parce qu'il y a des secteurs, il faut se le dire que c'est plus homme que femme. Okay, des fois, tu vas te retrouver seule dans tout un département, tu es la seule femme. C'est très difficile de dire je m'en vais parce que j'ai un enfant. Oui, c'est même gênant. Des fois, c'est même gênant pour cette femme de dire écoutez, je suis enceinte. C'est vrai. Je ne suis pas la seule. J'ai été dans des réunions, des femmes qui étaient dans l'investment banking qui disaient j'ai eu 3-4 enfants, je n'ai jamais pris de congé de maternité. Pourquoi? Parce que c'est mal vu. Pourquoi? Parce qu'on praise les femmes qui reviennent 2 semaines plus tard. Enseignant là, je veux être très crue, mais parce que je veux que l'information soit reçue. Je suis allée dans des réunions comme ça où des femmes parlaient de leurs expériences comme ça. Donc c'est très difficile pour une femme. Quand tu veux être performante, parce que oui, on est dans une société de performance. Depuis qu'on est jeune, on nous apprend cette performance. Il faut être la première de la classe. Il faut être le meilleur au sport. Il faut être meilleur dans tous les domaines. Tu essaies de te donner à 100% partout. Et quand c'est comme ça, de te retrouver dans un milieu de travail où tu sais que vraiment, en fait, c'est soit toi, soit le prochain le plus performant. It's just simple as that. Donc, il y a des femmes, oui, je suis d'accord avec toi, qu'on n'a pas cette mentalité de nous dire non, il est 17h, je vous aime bien, je travaille fort, mais c'est l'heure pour moi de partir. Donc, ou juste même de mettre tes conditions, tu sais, d'accepter un emploi avec certaines conditions. Puis c'est ça qu'on a vu dans ce qu'on appelle les jobs, là, les emplois du care. Les emplois du care, c'est des femmes, entre autres, des femmes racisées, des femmes issues de la diversité. Puis c'est là qu'on voit, il n'y a pas cet empowerment-là. Il y a des conditions qui sont misérables, on va vous le dire. C'est ça. Et c'est ça qui est problématique, c'est que non seulement on n'a pas éduqué les femmes à dire oui, tu as le droit de mettre tes conditions, oui, tu as le droit de négocier ton salaire, oui, tu as le droit de négocier tes conditions de travail, oui, tu as le droit de négocier tout ça, mais en plus, tu y as droit. Tu y as droit. Oui. Merci Catherine pour ça.